merci de l'invitation. Donc, je vais vous parler d'un phénomène qui est assez récent. Donc, j'avais fait une étude il y a quelques années sur la gestion du stigmate de la marque corporelle chez des grands brûlés. Et ces dernières années, on a vu vraiment des grands changements avec une utilisation des réseaux sociaux que je vais vous présenter. Donc, pour la présentation, je vais partir d'une notion qui avait été développée dans une précédente recherche sur l'inconfort interactionnel, essayer de comprendre cette notion qui est quand même clé pour toute personne qui a des problèmes de peau et en particulier aussi pour des personnes qui ont des brûlures sévères. Ensuite, on verra ce phénomène nouveau qui est l'exposition sur les réseaux sociaux. Et pour terminer, je vais identifier 3 postures qui me semblent un peu donner des pistes. Alors, l'étude est en cours encore, donc tous vos retours seront aussi importants. Donc, par rapport à mes études, donc je me base sur des entretiens qui ont été qualitatifs, des entretiens directifs avec des personnes grands brûlés. Donc vous avez le descriptif, beaucoup de personnes étaient résidentes en Suisse. Il y a beaucoup de témoignages écrits, il y a vraiment pléthore de témoignages écrits, d'ouvrages. Je dirais que depuis 2010, c'est difficile des fois de compter, tout le monde y va de sa propre histoire. Et il y a des entretiens en distanciel, il y a des groupes de discussion et d'échange aussi entre grands brûlés. Et maintenant, c'est une partie qu'on va travailler avec Olivier Voirol, dont j'ai mentionné au départ, sur des contenus vidéo par rapport à des émissions. Aussi, on voit depuis quelques années beaucoup d'émissions. Donc, un élément qui m'a frappé dans toutes mes recherches, c'est l'importance de l'accident pour des personnes. Alors, peut-être ça ne vous frappe pas. Il y a vraiment une différence dans les atteintes de peau quand l'atteinte est accidentelle. Il y a vraiment une reconnaissance factuelle de l'accident. Donc, ce n'est pas un test de lecture, j'ai mis l'extrait, mais c'était plutôt pour vous dire que cette personne, je l'ai rencontrée 2 fois à des mois d'écart, et elle m'a raconté, c'est du copier-coller, j'ai essayé de reprendre, et c'est vraiment tout le temps la même histoire. Et je suis frappé aussi de voir actuellement sur les réseaux sociaux, quand les personnes racontent leur accident, c'est toujours la même histoire. C'est comme presque un mantra, ils racontent la même histoire de l'accident. Alors, un élément qui est ressorti aussi des études, c'est que souvent il y a un coma, enfin il y a bien souvent un coma dans le cas de la brûlure grave, et il y a vraiment un vide temporel, et la personne doit reconstituer qu'est-ce qui s'est passé entre le moment de l'accident et le réveil. C'est pour ça que je me suis beaucoup appuyé aussi sur les travaux de Ricoeur, sur l'identité narrative, de vraiment, il y a des côtés permanents de l'identité, mais il y a aussi des fois des cassures, et comment on reconfigure l'histoire et le récit de l'accident, qui est quand même le moment fondateur pour beaucoup, est vraiment un point important. Alors, je parlais de l'inconfort interactionnel, c'est une notion qui a été développée par Erving Goffman en sociologie avec la notion de stigmate. Pour lui, quand il y a une atteinte de la peau, il y a un embarras interactionnel, donc il y a une perturbation de la fluidité des échanges. Et l'idée, c'était de mettre des mots avec les personnes concernées. Donc, on se place dans cette présentation surtout du point de vue du patient ou de la personne concernée. C'était d'essayer de comprendre avec ces personnes où il y a un confort et de bien comprendre cette notion.
Donc, l'inconfort vient de la non-identification de la marque, bien souvent. Ici, on voit dans cette salle, il y a une pléthore de maladies de peau. Et pour des gens qui ne sont pas guéris, ils n'arrivent pas à identifier que ce sont des séquelles de brûlure. Donc, ils peuvent imaginer des maladies contagieuses. Et c'est pour ça que tant qu'il n'y a pas l'identification de la marque, il reste un doute. Et ce doute va justement accroître l'inconfort interactionnel ou le diminuer. Donc il y a trois éléments qui semblent importants par rapport à l'inconfort. C'est la saillance des séquelles. Alors c'est sûr qu'au début de la brûlure grave, les séquelles sont plus visibles et attirent peut-être plus l'attention. Il y a tous les endroits où il y a des prises de greffe, mais il y a aussi tous les vêtements compressifs, les orthèses, plein d'éléments qui peuvent attirer l'attention sur la personne. Donc, c'est pour ça qu'il y a le côté monstruosité qui a été mis quand vraiment l'inconfort ou la saillance est forte. Il y a des gens vraiment qui subissent le rejet. Au contraire, quand les gens s'habituent à des marques, ils ne voient peut-être même plus les marques, il y a une forme d'accoutumance visuelle. Il y a aussi l'habillement qui est déterminant. C'est sûr que les séquelles qui peuvent être recouvertes, elles ne se voient pas. Mais par contre, dans certains cadres, il y a la visibilité, on pense aux piscines, à la mer, ou dans d'autres contextes, même l'intimité. Il y a un moment où même si les séquelles peuvent être recouvertes par des vêtements, ils se découvrent. Et souvent, on voit, en tout cas dans les entretiens, les personnes qui ont des séquelles toujours visibles ont des fois moins de difficultés dans le quotidien que des personnes qui, à certains moments, doivent montrer les séquelles. Un élément qui est important, c'est l'espace. Par exemple, dans les entretiens, ce qui ressort souvent, c'est qu'il y a des espaces, par exemple l'ascenseur, où c'est un espace où la personne est vraiment en lien direct avec ses voisins et surtout subit des fois des remarques ou des coups d'œil. Et c'est pour ça que dans les entretiens, beaucoup préféraient par exemple la mer à la piscine. Parce que la piscine, on retrouve un espace plus contraint. Alors, je vais vous présenter maintenant 3 exemples qui montrent aussi le point de vue du patient. Donc là, c'est une personne qui a été brûlée, c'est au début, quand elle est à l'hôpital, il y a le soin des douches et il y a tout ce que la personne imagine de ce que provoque la visibilité de ces séquelles. Et par exemple, cette personne pense qu'il change les soignants parce que c'est trop dur de voir ce qu'ils voient. Alors que elle pense même pas que ça peut être des raisons structurelles, un manque de personnel. Enfin voilà, elle imagine vraiment son point de vue. Il y a aussi un élément qui ressort régulièrement, c'est que pour éviter du rejet ou du mépris, il y a une volonté d'avertir avant des interactions de l'étendue des séquelles. Alors là, vous avez l'exemple d'une femme qui, avant un rendez-vous, décrit son physique. Alors, je trouvais vraiment particulier aussi, avant un rendez-vous, de dire je lui ai expliqué que les mains étaient en partie coupées, que les doigts n'étaient plus entiers, que j'étais brûlée au visage. Voilà. Donc, c'est en gros, par ce discours, la personne pense que ça va faciliter l'interaction ou si la personne n'est pas prête à la voir, elle va ne pas avoir le rendez-vous.
Et puis un élément qu'il ne faut pas négliger quand on parle de la brûlure, c'est aussi la responsabilité de l'accident. La marque signifie l'accident, mais peut aussi signifier la culpabilité de quelqu'un. Et là, c'est l'exemple d'une femme qui s'est rendue compte que son mari lui demandait de mettre toujours des cols roulés pour masquer les séquelles. Et un jour, elle prend conscience, puis elle lui dit « T'es bien gentil, mais si j'étais dans un fauteuil roulant, tu ferais quoi ?» Voilà. Donc, c'est des exemples pour signifier justement cet inconfort. Alors, à l'époque, quand j'ai fait ma thèse, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Quand on parlait de grands brûlés, il y avait souvent le volet médical. Moi, je me rappelle encore des conférences de presse, par exemple pour la greffe de la face. Vous aviez toujours le grand professeur, le patient. Et vraiment, c'était, on mettait l'accent sur le monde médical, les progrès de la médecine. Et je pense que depuis 2015-2016, il y a eu un changement. Il y a eu beaucoup de films. C'est La Disgrâce qui a été diffusé il n'y a pas longtemps sur plusieurs personnes grand brûlées. Donc Julie Bourges, dont je vais revenir tout à l'heure, a fait la une de l'Équipe. Il y a un grand nombre d'émissions qui ont traité de la brûlure. Il y a des photographes qui ont photographié des grands brûlés nus, comme Clément Marion. Il y a le film Sauver ou périr, et puis Betty brûle. Ça, c'est vraiment des exemples très récents. Alors, c'est maintenant, justement, je vais venir plus spécifiquement sur les réseaux sociaux pour essayer de comprendre... c'était le but de l'étude, de comprendre comment on peut interpréter cette présence sur les réseaux sociaux et surtout, est-ce qu'elle peut être une démarche un peu cathartique ou même thérapeutique pour des personnes. Alors l'exemple de 12 février, je pense qu'en France, vous le connaissez bien. C'est une jeune femme qui a été brûlée et qui a commencé à publier dès son hospitalisation. Elle a mis des contenus par rapport à son expérience. Alors, vous voyez dans l'exemple, elle montre que c'est plus facile sur Insta que dans la vie de tous les jours. Et notre hypothèse de base, c'était de se dire, est-ce que les réseaux sociaux ne deviennent-ils pas une interaction en blanc ? En gros, de tester l'interaction pour éviter justement dans le face-à-face des réactions, d'essayer de se mettre en scène, de s'exposer et de voir, voilà, quelles réactions les gens peuvent avoir quand ils me voient. Et surtout, ce qui était important, c'était de se dire qu'on n'est plus dans la synchronie d'une interaction réelle, il y a un décalage. Ça veut dire que, aussi bien pour l'interactant, celui qui va voir, par exemple, dans une relation de face à face, il peut avoir la volonté de zioter, de regarder, mais il va quand même réfréner un peu sa curiosité, tandis que quand il est sur les réseaux, il peut regarder à loisir. Et puis pour la personne concernée, elle aura moins, s'il y a un message qui peut être négatif, déjà elle peut le supprimer, et puis si elle voit qu'il y a trop de messages négatifs, elle peut enlever ces messages. Par rapport aux postures qui me semblent importantes, il y a une qui vient assez régulièrement, c'est la reconnaissance.
Donc la volonté d'exposer sa souffrance, et puis aussi une sorte de pédagogie de l'expérience de la brûlure. Comme avant j'ai parlé de Ricoeur, il y a vraiment une reconfiguration. Donc la personne, à travers les réseaux, recherche à informer largement sur qu'est-ce qu'elle a eu. Et puis justement, j'ai pris 2-3 exemples. Il y a aussi 20 000 volts. Alors par rapport à la reconnaissance factuelle, la reconnaissance des faits, la femme à droite, par exemple, tous ses comptes sont dénommés 20 000 volts. Donc 12 février, c'est la date de son accident, 20 000 volts, c'est l'étiologie de l'accident. Voilà, il y a vraiment un axe qui est mis sur l'accident. Donc là, c'est une personne. Alors, notre but était d'interviewer des influenceuses, mais ça a été beaucoup plus complexe que prévu. Il y a une seule qui a accepté, et c'est cette femme qui nous dit justement qu'elle a utilisé les réseaux sociaux pour pouvoir avertir largement. Alors justement, pour éviter de répéter souvent, voilà, j'ai eu une brûlure, j'ai eu tel accident, parce qu'on sent que cette question, comme j'ai dit au début, quand il y a une non-identification, dans la rue, à plein d'endroits, il y a des interpellations péremptoires. Il y a des gens, par curiosité, ils vont demander « mais alors, vous avez eu quoi ?» Et justement, c'est de s'éviter ce type de questions. Et je pense que soit 12 février, soit d'autres personnes ont contribué à faire connaître la brûlure. Alors là, on va voir si la technique fonctionne. Je trouve ce passage, cet extrait intéressant. Oh non! Ah! Tâchez! Il y a énormément de choses qui ont changé. En fait, déjà, je me suis rendu compte que d'avoir partagé mon histoire, chose que je faisais à la base pour moi et pour me faire du bien, comme je le disais, en fait, ça a engendré vraiment un cercle ultra vertueux qui fait que ça a aidé, sans mentir, je pense, des milliers et des milliers de personnes. En fait, aujourd'hui, la différence, tu vois, c'est quand je parle, je sais que transmettre donne vraiment un sens à ce qui m'est arrivé. Et moi, c'est comme ça que je me sens accomplie. Donc voilà, j'ai arrêté de compter depuis que j'ai déménagé. Donc quand j'ai déménagé, on était à 290 000 abonnés. Et depuis, on a arrêté de compter. Aujourd'hui, on est 3 fois plus, quasi. Donc ça fait plaisir. Parmi tout ce qu'on a ici, il y a surtout énormément de portraits, de dessins. Ça, c'est que des personnes qui me suivent sur les réseaux, que j'ai inspiré. Alors c'est trop bizarre pour moi de dire ça. En fait, j'ai toujours du mal à comprendre cette notion de on me dessine. Ouais, ça fait toujours chaud au cœur en fait de tenir ça dans les mains et de te dire en fait les gens, ils ont passé du temps pour te dessiner et pour te faire plaisir en fait, te l'envoyer et te dire voilà, merci, tu m'as inspiré et c'est pour toi quoi. Donc voilà, ici c'est un peu un musée et je pense que ma mère elle se régale en vrai à chaque fois à mettre le petit truc dans la chambre. Voilà. J'ai un rapport qui est totalement différent avec mes cicatrices et j'ai réalisé que j'avais appris à les aimer le jour où j'ai arrêté d'imaginer mon corps sans. Donc quand j'ai compris qu'en fait ces cicatrices étaient le reflet de mon histoire et le reflet aussi de tout ce partage en fait très positif sur les réseaux. Mes cicatrices aujourd'hui, elles m'empêchent pas de faire quoi que ce soit. Maintenant, je peux pas dire que c'est facile tous les jours parce qu'en fait, il y aura toujours quelqu'un malheureusement dans la rue qui ne sait pas ce que c'est un grand brûlé. Et du coup, il va l'apprendre forcément au travers de mon corps. Et vu qu'aujourd'hui, j'ose mettre des t-shirts, forcément mes cicatrices sont plus visibles, donc forcément, j'attire les regards. Voilà. Une autre posture qu'on remarque, alors justement j'ai parlé du changement avec avant plutôt une grande médicalisation. Aujourd'hui on a l'impression qu'on a des
des patients experts et souvent ils ne parlent plus même de l'hospitalisation, où ils parlent de certains soins mais avec un regard critique. Et par rapport à d'autres écrits où avant, vraiment, dans les années 2010, on voyait beaucoup d'écrits avec justement la phase d'hôpital, la reconnaissance par rapport aux soignants. Je trouve que là, il y a vraiment, on a l'impression que les gens presque se sont faits eux-mêmes. Mais c'est des hypothèses sur lesquelles on est en train de travailler, donc je mets tous les guillemets je laisse encore les guillemets. Un élément qui est important, alors ces dernières années, il n'y a pas seulement des femmes sur les réseaux, il y a des hommes. Je vais vous passer juste quelques secondes. Thierry Ardisson a interviewé un grand brûlé suisse. Et pour les hommes, pour moi, ce qui m'a frappé, c'est les hommes, on met en évidence le pourcentage de la brûlure. Vous voyez, 97, 92, il y a vraiment, c'est vraiment pour les hommes, on axe sur le côté héroïque. Plusieurs émissions justement qui parlent soit du coma. Donc comme je l'ai dit, le coma est vraiment vécu comme une expérience traumatique pour beaucoup de grands brûlés. La phase de réveil avec la médication est un élément très marquant pour des grands brûlés. Il y a toute la phase de réhabilitation, les vêtements compressifs. Qu'est-ce qui se passait ? Et justement, plusieurs grands brûlés ont fait des films sur YouTube pour expliquer. Alors, par exemple, 12 février a fait sur la médication. Sur le fait, parce qu'elle avait l'impression que soit l'intimité du patient, soit par exemple les médicaments sont des sujets peu abordés, donc elle essaye de thématiser ces situations. Donc la posture qu'on vient de voir, elle est plutôt épistémique, c'est moins de faire reconnaître la souffrance, mais plus de faire connaître des éléments liés au corps et à la peau. Et puis, la dernière posture qu'on voit héberger, c'est par rapport à la marque publicitaire. Donc, par exemple, 12 février va créer sa propre marque. Elle fait du coaching, il y a des livres, et c'est un élément qui est assez intéressant. Elle est partie de la marque corporelle et on en a fait une marque publicitaire. Et ça rejoint des travaux qui ont été développés par Claude Javot sur le retournement du stigmate, où le stigmate qui est associé à quelque chose de négatif devient ici un chevron, comme des militaires qui reviennent de guerre et on leur appose un chevron sur l'épaule. Donc, il y a vraiment toutes les techniques de vente. J'ai encore 3 minutes ? Oui. Dans les perspectives, donc actuellement, on va poursuivre l'étude. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un peu un paradoxe. C'est dans le fond, on veut faire connaître des corps hors normes, mais dans le fond, ils sont normés puisqu'ils répondent à certains codes. Il y a toujours ce paradoxe entre la singularité et puis les normes dominantes. On voit que, par exemple, certains réseaux comme Instagram, il y a une valorisation des corps différents. Il y a des
esthétisation de la marque. On sait que la marque Desigual ou d'autres marques maintenant prennent des mannequins qui ont eu des atteintes de peau ou même des brûlures. Il y a une érotisation de la beauté. C'est pas étonnant que, par exemple, beaucoup de femmes dont on a vu, elles sont plus dévêtues que des hommes. Mais depuis quelques semaines, on voit émerger aussi des hommes qui se présentent nus sur les réseaux, sur Instagram, avec des séquelles de brûlure. Alors, en interviewant une influenceuse, on s'est rendu compte quand même, alors elle avait bien conscience que les femmes qu'on voit sur les réseaux, même grands brûlés, elles ne correspondent pas à tous les grands brûlés. Puis bon, c'est pas à vous que je vais expliquer. Donc, ça reste une pratique marginale. À une époque, avec un professeur du CHUV, on s'était demandé est-ce que, par exemple, c'est une pratique qui pourrait être encouragée chez les grands brûlés d'aller sur les réseaux sociaux, justement, par rapport à ces interactions en blanc. C'est vrai qu'on voit que les bonnes expériences et on ne sait pas justement les expériences traumatiques. Maintenant, on est en train d'essayer de voir les personnes qui ont fait des très mauvaises expériences sur les réseaux. Il y a toujours cette... c'est vrai que les réseaux permettent de ne pas être en face des personnes, et ça, on sent dans les entretiens que par rapport au mépris, que les gens veulent se prémunir du mépris, et ils veulent restaurer une reconnaissance. Il y a aussi le côté communication qui est discutable. Par exemple, 12 février, quand elle raconte le coma, on voit les éléphants roses. C'est tellement narré, tellement rendu acceptable pour toucher un large public et que ça heurte des gens qui justement le vivent comme un traumatisme. Donc c'est aussi un élément, c'est que pour que le récit passe largement, il doit être acceptable. Et ça, par rapport à l'inconfort aussi, c'est vrai que par rapport à une atteinte qui est visible, une atteinte qui est invisible, si par exemple je vous dis aujourd'hui que j'ai un problème à mon cœur, et puis je décris ce qui s'est passé, c'est moins impactant que si je parle d'un accident dont les séquelles sont visibles. Et alors l'effet, c'est que justement, par rapport à 12 février, elle a édulcoré souvent l'accident. Et après, vous savez aussi que par rapport à des gens accidentés, il y a une forme de hiérarchie. Par exemple, là, une personne disait, mais elle est brûlée qu'à 40%. Enfin voilà, vous connaissez, il y a toujours ce jeu de savoir, il y a la brûlure à la face qui est la plus grave. Enfin, il y a vraiment, chacun essaye toujours de se positionner dans une hiérarchie. Et puis j'ai voulu terminer avec, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui vient qui vient d'être diffusé. Et c'était pour finir sur cet aspect, parce que souvent, quand on parle de la brûlure ou de personnes victimes, d'ailleurs on utilise le terme de victimes de brûlure, on les voit comme des victimes. Et on oublie le côté où ça peut, en tout cas dans les entretiens, je voyais que des gens, ils peuvent, l'inconfort, ils peuvent le renforcer. Et du coup, ça les permet dans l'interaction de se situer. Et l'exemple de ce film, c'est une femme qui vit avec un designer célèbre et personne ne la voit. Elle a un rôle pas très important, mais pour le designer, c'est important qu'elle soit là. Et à un moment donné, elle trouve un moyen pour se faire reconnaître. Elle prend des pilules qui vont lui donner une peau, mais très proche de la brûlure. Et par ce procédé, elle devient plus connue que lui. Voilà. Je voulais juste terminer par rapport à cet exemple, parce que je trouvais, et surtout comme il est assez récent, je trouvais que c'était intéressant de terminer sur ce point. Voilà.
Merci. Merci beaucoup. Je me disais, communiquer par les réseaux sociaux, c'est tester un peu les réactions des autres, mais sur les réseaux sociaux, les réactions des autres peuvent être extrêmement agressives, beaucoup plus que dans la vraie vie. Est-ce que c'est des choses qui ressortent aussi ? Alors, quelqu'un parlait pour 12 février que c'était une forme de carte d'immunité, le fait qu'elle a une grande communauté et donc souvent elle n'a même pas besoin de faire de modération parce que c'est les autres qui vont s'occuper. Et je pense que les gens, quand même, vont plus se retenir à faire des remarques quand il y a quelqu'un qui a une atteinte. Dans le cadre d'une campagne électorale, je me rappelle, on avait un candidat qui avait des boutons sur le visage. Alors lui, il s'était fait mais vraiment descendre sur les réseaux sociaux et pourtant, c'était pas une brûlure. Je pense que les gens regardent. Après, c'est sûr que si quelqu'un trouve qu'il y a trop de commentaires négatifs, eh ben, il va supprimer le compte. Voilà. Comme peut-être que c'est la même chose quand quelqu'un a eu beaucoup de remarques dans des interactions, il va peut-être moins sortir, moins fréquenter ou fréquenter que des gens qu'il connaît. Voilà. C'est...